tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau numéro de Parole d'Assaut, une émission consacrée aujourd'hui à l'UMPS. Ils ne sont ni pompiers, ni médecins, ni policiers, et pourtant ils sont là à intervenir dans les manifestations sociales, culturelles ou encore sportives. Ils interviennent également aux quatre coins du monde pour intervenir auprès des plus démunis. Zoom sur l'UMPS, l'unité mobile de premier secours. Bonjour, vous êtes trésorier et équipier secouriste au sein de l'association. Dites-nous d'abord quand et pourquoi l'association a été créée. Alors l'unité mobile de premier secours 49, elle a été créée il y a maintenant 1 an dans le Maine-et-Loire, à Mur-et-Rigné plus précisément. Donc c'est vraiment un projet un petit peu fou de secouriste de vouloir créer une nouvelle association de secours. Et puis parce que le contexte le permettait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs demandent des postes de secours pour couvrir leurs manifestations. Et les associations qui sont actuellement existantes ne peuvent pas forcément répondre à toutes les sollicitations. Justement, c'est quoi la différence entre l'unité mobile de premier secours et les pompiers ou le SAMU ou la Croix-Rouge par exemple? Alors on va commencer par la Croix-Rouge. C'est une association agréée de sécurité civile comme la nôtre, donc il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant les pompiers et le SAMU, c'est vraiment des entités différentes avec lesquelles on travaille forcément en collaboration. Mais ce n'est pas déjà des associations et puis ce sont vraiment les secours publics, on va dire. Et dans quel cadre du coup vous participez? Alors nous on intervient à la demande d'organisateurs. Donc l'organisateur par exemple qui va organiser un festival va nous solliciter, va nous contacter. On va ensemble établir une grille d'évaluation des risques pour pouvoir dire combien de secouristes on va mettre, quel matériel on va mettre. Et puis on va leur proposer un devis qu'ils acceptent ou qu'ils refusent. Du coup en cas de malaise vous intervenez immédiatement, c'est la différence entre les pompiers qui mettent du temps à arriver? Alors pas exactement, les pompiers par exemple, vous êtes chez vous, vous faites un malaise, vous contactez le SAMU le 15 qui enverra une ambulance privée ou les pompiers. Nous on va être vraiment sur la manifestation, le jour de la manifestation, et là s'il y a un malaise, du coup nous on pourra intervenir immédiatement. Dans tous les cas, on passera un bilan au SAMU Centre 15 qui lui décidera également d'envoyer les pompiers ou une ambulance privée pour évacuer la personne vers les urgences d'un CHU par exemple. Parce qu'il y avait des besoins nécessaires en Maine-et-Loire? Exactement, oui. Beaucoup du coup de demandes n'étaient pas satisfaites par les associations et donc aujourd'hui on essaye aussi de répondre positivement à la demande qui se fait vraiment de plus en plus nombreuse. Donc vous participez sur quel genre de manifestation? Des concerts, des festivals, des festivals culturels. Dernièrement c'était le concert de clôture du championnat de France de montgolfière à Brissac-Quincé. On a fait un festival de musique également, oui. Donc voilà, vraiment c'est varié, c'est très Quels varié. sont les moyens techniques dont vous disposez? Alors dans le Maine-et-Loire, on dispose de l'ambulance qui est juste à côté de nous, et puis du matériel également technique, on va dire, des défibrillateurs, de l'oxygénothérapie, des brancards, des moyens d'immobilisation, du matériel bilan, vraiment toutes sortes de matériel utile pour la prise en charge des victimes. Et qui sont les bénévoles de l'UMPS? Les bénévoles de l'UMPS, c'est un petit peu vous, moi, voilà, c'est pas leur profession. Ils ont tous une profession à côté. Certains sont dans le milieu médical ou paramédical, mais beaucoup sont régisseurs de spectacle. Voilà, on a plein de professions et c'est vraiment une passion qu'ils font à côté en fait. C'est ça, parce que pour vous, le secourisme, ça a une connotation particulière? C'est un petit peu aider les autres. En fait, moi j'ai découvert le secourisme au collège quand j'ai passé mon AFPS, donc ça date déjà un petit peu. Et puis ça m'a donné envie en fait de m'engager dans une association de secours. Donc vous êtes étudiant infirmier? Oui. Vous êtes à côté équipier secouriste? C'est une vraie vocation, une vraie passion pour vous? C'est une vraie passion, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on le fait sur notre temps de repos, c'est bénévole, on n'est pas payé. On fait ça le week-end, on fait ça en semaine, vraiment quand on a du temps. Après, on n'impose pas à nos adhérents de faire tant de postes de secours à l'année. Voilà, chacun donne le temps qu'il a envie de donner à l'association. Et du coup, combien vous êtes de bénévoles? Sur le Maine-et-Loire, on est une trentaine de bénévoles. D'accord. Donc la plupart formés au PSE2. Et puis on a également des stagiaires, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément de formation de secours. Et là, du coup, on va les former au premier secours en équipe de niveau 1 dans un premier temps. On y vient à la formation. Ouais. Comment ça se passe? Alors nous, dans le Maine-et-Loire, on ne va pas avoir l'agrément pour faire la formation, c'est-à-dire qu'on va passer par les associations agréées sécurité civile pour la formation, pour former nos secouristes et les recycler, puisqu'il y a un recyclage qui est obligatoire annuellement pour nos secouristes, pour qu'ils puissent intervenir sur nos postes de secours. Il y a des critères de recrutement. Est-ce que tout le monde peut demander à faire partie de l'UMPS? On va dire presque tout le monde. On a quand même des conditions requises. Il faut avoir par exemple plus de 16 ans.
Pour les mineurs, on demandera une autorisation parentale. Et puis il faut également un certificat médical pour attester que la personne est apte à la pratique du secourisme. Après, il y a des qualités pour être secouriste parce qu'il faut aimer aider les gens, il faut avoir un esprit d'équipe, vraiment une cohésion de groupe. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui imaginent, ceux qui vous sollicitent et la réalité du terrain? Est-ce qu'il y a des déçus? Est-ce qu'il y a des déçus dans les secouristes? À ma connaissance, non. Maintenant, on laisse en fait une période, c'est-à-dire qu'une personne qui ne va pas être formée, un stagiaire du coup, qu'on appelle, elle va être là en fait en plus de l'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe par exemple de 4 secouristes, on va pouvoir intégrer un stagiaire et qui elle du coup va pouvoir découvrir un petit peu le poste de secours, qu'est-ce que fait un secouriste, et puis du coup se donnera une idée de est-ce qu'il veut aller au-dessus et passer la formation en équipe ou pas. Vous cherchez de nouveaux bénévoles aujourd'hui? Oui, continuellement, parce que on a de plus en plus de demandes et une association sans secouriste, elle n'existe pas. Comment est-ce qu'il faut vous contacter alors du coup? Alors on a plusieurs moyens, par courrier, on a une adresse courrier donc à Bourgneuf à Muré-Régnier. Sinon sur internet, on a une adresse mail et puis également une page Facebook, ils peuvent nous contacter et le site national également. Donc on l'a dit, vous intervenez sur des manifestations culturelles, sociales. Parmi vos interventions, est-ce qu'un particulier peut vous demander, parce qu'il organise un mariage ou je ne sais pas, une petite fête, que vous intervenez au sein de sa manifestation? Tout est possible. Après, je vous dis, il y a une évaluation qui est faite donc, avec notre responsable opérationnel et puis après on voit les moyens qui peuvent être mis en place pour ce genre de manifestation. Après pour le mariage, je ne sais pas trop, mais voilà, tout est possible. Voilà, ils peuvent toujours demander, il n'y a pas de... Parmi vos interventions, on peut compter un certain nombre d'entre elles à l'international, je parle à l'échelle nationale du coup. Vous avez apporté votre aide à New York par exemple, lors des attentats du World Trade Center ou encore au Sri Lanka après le raz-de-marée du 26 décembre 2004. C'est important pour vous d'élargir comme ça votre C'est important d'être à l'échelle internationale, mais on n'oublie pas également le local. Nous, par exemple, on a pour projet en fait, d'intégrer les plans d'urgence hivernale, le plan d'urgence hivernale qui est déclenché en fait, par la préfecture lorsque le plan Grand Froid est déclenché. Qu'est-ce que c'est le plan d'urgence hivernale? Le plan d'urgence hivernale, en fait, c'est l'accueil des sans-abri. Donc pendant les périodes de grand froid où on leur apporte un accueil, un petit peu de chaleur et puis un repas à partager avec les bénévoles des associations. Ça fait 1 an que vous faites partie de cette association. Est-ce qu'il y a un moment fort qui moment fort dans cette association, oui, ça a été la délivrance des agréments départementaux, donc de type A, opération de secours, et D, poste de secours, par la préfecture du Maine-et-Loire, en mai 2013. Clément Goupy, merci. Merci à vous pour ce témoignage. Merci. Michael Cormery, bonjour. Bonjour. Vous êtes équipier secouriste. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire comment est-ce que vous êtes entré au sein de l'UMPS? Alors moi au niveau du secourisme, ça fait 15 ans que je fais du secourisme déjà. J'ai commencé en tant que sapeur-pompier volontaire, donc en 98. J'ai d'abord passé, à l'époque c'était l'AFPS, donc c'est le diplôme de secourisme tout public. Et puis c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Donc j'ai commencé en tant que pompier volontaire. Après je suis rentré à la Croix-Rouge également en tant que secouriste. Donc j'ai développé après mes connaissances, j'ai passé mes diplômes de secourisme au fur et à mesure. Et puis une fois que le projet du MPS a été mis en place, je connaissais quelques secouristes de l'UMPS d'avant, donc j'ai été contacté en fait pour savoir si j'étais intéressé pour rentrer dans la création de l'association. Donc j'ai aidé un petit peu au départ à la création de l'association. Et puis je suis rentré comme ça en fait au niveau de l'UMPS, déjà avec tous les diplômes de secourisme, ce qui me permet aujourd'hui d'être équipier à part entière en fait, et de pouvoir aller dans des postes de secours en tant que secouriste directement. Ça fait 15 ans que vous êtes dans le secourisme. Pourquoi c'est si important pour vous? C'est une passion? C'est une vocation? Oui, c'est une passion parce que je pense qu'il y a des besoins de toute façon. Dans toutes les manifestations qui peuvent être organisées, il y a des gens qui peuvent avoir des malaises, il y a des gens qui peuvent avoir besoin parce qu'on intervient sur des manifestations sportives. Donc il y a de la traumatologie qu'on peut prendre en charge également, notamment
sur les motocross, sur voilà, des manifestations qui demandent un peu plus de technique au niveau secourisme. Et puis, voilà, on apporte quelque chose dans la prise en charge première des victimes. C'est très important parce que on sait bien que la prise en charge au niveau des victimes, elle doit se faire tôt en fait. Donc plus la prise en charge va se faire tôt, s'il y a vraiment un gros souci, alors ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, hein, plus la prise en charge va être rapide, plus les chances de survie après des personnes va être importante. Donc c'est ça aussi qui motive également, quoi. Donc vous l'avez dit, vous participez à des manifestations culturelles, sportives. Est-ce que vous retenez un moment fort de votre participation à ces manifestations, un moment qui vous a ému, qui vous a marqué? Alors au niveau des prises en charge, c'est surtout au niveau d'un motocross où effectivement il y a eu une grosse chute d'une moto et effectivement il y a eu un gros problème traumatologique sur la victime. Donc l'intervention rapide a permis déjà de rassurer la personne qui était tombée et puis de le prendre en charge rapidement pour faire en sorte que ensuite les secours préhospitaliers puissent intervenir dans de bonnes conditions et le transporter dans de bonnes conditions au niveau de l'hôpital. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que le fait de rassurer les personnes qui sont victimes d'un malaise, d'une chute, ça c'est hyper important parce que ça nous permet de faire en sorte d'avoir une meilleure approche. Quelqu'un qui est stressé, qui ne va pas être rassuré, c'est plus difficile à prendre en charge. Donc malgré la douleur, parce qu'on est secouriste, donc on ne peut pas gérer la douleur, mais on peut Vous pouvez pas leur donner des médicaments. On n'a pas le droit de donner des médicaments. Non, ça c'est vraiment un acte médical. Donc après, si on a besoin effectivement dans une prise en charge de moyens médicaux, on va se mettre en rapport avec le SAMU ou le poste de commandement sur place, s'il y a un poste de commandement qui a été installé, pour qu'il puisse faire intervenir des moyens médicaux. Alors quels sont le matériel dont vous disposez, vous? Alors au niveau du matériel, pour la traumatologie, on a des attelles, on a un matelas à dépression, après on a des moyens de relevage. Donc on a des civières de relevage, on a des plans durs, on a une attelle cervico-thoracique qui permet de maintenir ce qu'on appelle l'axe tête-coutron en fait, de la victime pour éviter du coup les problèmes au niveau cervical notamment. D'accord. Donc quelles sont les blessures que vous pouvez soigner, vous? Alors nous-mêmes, on peut prendre en charge des plaies simples. Donc quelqu'un qui s'est coupé ou qui s'est raflé en tombant, on a des... on peut pas soigner. De médicaments, pas de mais médicaments. vous avez voilà. Après, des désinfectants? On a des désinfectants, des compresses, bandages, pansements qui nous permettent de prendre en charge ces plaies simples. D'accord, donc des petites plaies? Petites plaies, les brûlures également. On a des kits de brûlures qui nous permettent de refroidir les plaies également. D'accord. Donc les plaies, les brûlures, les chutes peut-être? Les chutes, voilà, donc traumatologie. Alors petite ou grosse traumatologie, hein, parce que c'est ce que je disais avec les matériels de relevage et d'immobilisation, ça nous permet de prendre en charge ces traumatismes plus importants qui, eux, par contre, vont nécessiter une prise en charge après hospitalière. Michael, imaginons qu'une personne fasse un malaise. Comment est-ce que vous réagissez? Quelle est la procédure d'urgence à exercer tout de suite? Alors immédiatement, on est souvent appelé par les organisateurs ou par des gens de la manifestation, du public, et du coup on se rend auprès de la personne. On va lui poser, alors après voilà, il y a plusieurs prises en charge possibles, c'est-à-dire que est-ce que la personne est consciente ou inconsciente? Donc si elle est consciente, on va lui poser plusieurs questions sur ses antécédents médicaux, sur ses problèmes particuliers, est-ce que la personne a pu à manger par exemple le jour même,
sa journée. Voilà, le déroulement de sa journée pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle a fait ce malaise. Après, on va prendre ce qu'on appelle ces constantes, c'est-à-dire le pouls, la tension, la fréquence respiratoire, ce qui va nous donner des éléments pour qu'on puisse, après, si besoin, contacter le SAMU pour avoir un avis médical. En fait, D'accord, donc vous remplissez une fiche médicale. Voilà, on a une fiche d'intervention qu'on remplit au fur et à mesure et qui nous permet après de retransmettre toutes ces informations au service médical si besoin. Et quels sont les premiers gestes des premiers secours? Alors, il y a des positions d'attente en fonction de ce que la personne va avoir. Donc, si c'est un problème respiratoire, on va plutôt la mettre assise pour qu'elle soit plus à l'aise pour respirer. Si la personne a un problème plus cardiaque, on va plutôt l'allonger, du coup, pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise. Voilà, il y a des positions d'attente comme ça. Et puis la rassurer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est important. Rassurer la personne, c'est vraiment hyper important parce que la personne elle-même ne va pas forcément comprendre pourquoi elle a fait le malaise. Donc le fait de la rassurer… Oui, si on ajoute une crise d'angoisse, ça arrive, oui, ça arrive. Hein. Alors c'est vrai que c'est trompeur parce que la crise d'angoisse, ça peut nous faire penser à un problème respiratoire, parce que la personne va respirer vite, ne va pas être bien, etc. Alors qu'il peut y avoir un autre problème caché derrière. Donc c'est à nous d'essayer de creuser un petit peu au maximum ce qui se passe. Donc vous vous occupez de tout ce qui est avant pompiers, avant SAMU. Voilà, c'est ça. Quelle relation vous avez avec les pompiers, le SAMU, quand ils arrivent à vous? En général, ils arrivent, ils écoutent notre bilan parce qu'ils savent très bien qu'on a déjà fait un premier bilan. Donc la feuille d'intervention, on leur transmet également. Eux, ça leur permet d'avoir des premières indications. Eux vont refaire de toute façon un bilan aussi derrière complémentaire. C'est ce qu'on appelle les bilans évolutifs. Mais après, les prises en charge se passent naturellement. Donc il peut y avoir plusieurs types d'interventions en fait. C'est-à-dire que les pompiers peuvent intervenir sur les lieux publics, mais quand on intervient par exemple dans des lieux où ce sont des gens qui travaillent sur place, si on contacte le SAMU peut décider d'envoyer une ambulance privée par exemple. Après, si la prise en charge nécessite un moyen médical, le SAMU va dépêcher une équipe du SMUR sur place pour la prise en charge médicale justement. Michael Cormery, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, merci. Charlotte, on vous a rejoint dans votre camion de secours. Est-ce que vous pourriez vous présenter d'abord? Alors donc du coup je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans, je suis technicienne de laboratoire à l'université d'Angers et j'ai adhéré à l'association depuis maintenant 1 an en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Alors en tant que stagiaire, c'est-à-dire que moi j'ai pas de formation initiale, donc du coup pendant les interventions, je suis surtout là en observation pour pouvoir me préparer à une future formation et du coup des interventions sur les postes de secours. Donc c'est un objectif pour vous de devenir oui, tout à fait. équipier secouriste? Quand je suis rentrée dans l'association, c'était vraiment ça. Mon premier but, c'était du coup d'être stagiaire pour pouvoir s'informer des postes de secours et ce qui se faisait. Et par la suite, être formée pour enfin être une vraie secouriste. Donc là, pour l'instant, vous êtes là à côté, vous regardez ce qui se passe, vous êtes Tout à un peu un fait. témoin? C'est ça. J'observe. Après, je peux faire passer par exemple des pansements s'il y a besoin ou du matériel qu'on a oublié dans l'ambulance. Mais vraiment, mon premier rôle, c'est vraiment l'observation du poste de secours. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes interventions que vous avez menées lors de Alors du coup, comme moi, ça fait à peu près 1 an que j'y suis, on vient juste de débuter dans les postes de secours. Donc moi, j'ai fait un poste de secours avec des enfants handicapés. Donc du coup, c'était toute une après-midi un peu sportive. Donc là, on n'a pas eu beaucoup d'interventions, mais c'était pouvoir aussi avoir ce relationnel avec les enfants, pouvoir discuter du poste de secouriste. Donc j'ai fait beaucoup ça et aussi on a fait un poste de secours dans un concert et il y avait un lancer de montgolfière. Oui, c'est les moments que vous retenez. C'est les moments très… du coup, j'ai pu en plus connaître l'équipe au complet avec les autres secouristes. On a pu s'entendre, échanger sur les différents postes. Ils ont pu me dire ce qu'ils avaient fait au cours de leurs différentes années d'expérience. Donc ça a vraiment été un moment d'échange. Donc c'est vraiment très bien d'aller sur les postes, même si pour le moment on ne peut pas faire vraiment de gestes. On a ce côté d'échange avec les autres secouristes qui est vraiment primordial pour commencer dans l'association, quoi. Quelles sont, d'après vous, les qualités d'un bon secouriste ? Alors les qualités d'un bon secouriste, je dirais, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les autres personnes, d'aimer le relationnel, d'avoir une bonne… aimer travailler en équipe, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tout seul quand on est secouriste, on travaille avec les autres. Donc après, je pense que
si on a envie, tout le monde peut l'être. Il faut juste aimer ce qu'on fait et aimer être avec les autres et d'échanger, quoi. Il faut aussi avoir les épaules larges. Les épaules larges, je sais pas trop. Il ne faut pas avoir peur du sang, par exemple. Ah oui. Ou peur d'une personne qui fait un malaise. Oui, après, du sang-froid, quoi. Voilà, mais après, ça s'apprend dans la formation. Et il faut savoir qu'on n'est pas tout seul quand il y a une intervention. On a les autres équipiers qui sont avec nous et on n'est jamais tout seul. Après, voilà, on est des filles, on peut tomber un peu dans les pommes, c'est pas grave. Il y aura les autres équipiers pour nous secourir. Non, non, franchement, voilà, si on aime ça, il n'y a pas de souci. Il faut se lancer, c'est vraiment très bien et ça apporte plein de choses dans notre vie personnelle aussi. Vous êtes jeune. Est-ce que le secourisme, c'est un secteur dans lequel vous pourrez, à l'avenir, participer ou entrer dans ce secteur-là du secourisme? Je pense vraiment ou ça reste une passion, ça restera une passion à côté? Pour ma part, ça va rester une passion vraiment quand il y a des festivals ou des concerts, ça va être vraiment de façon ponctuelle pour ma part. Après, c'est quelque chose qu'une fois qu'on y rentre, on s'imprègne de cette ambiance et c'est quelque chose qui est très très bien. Donc pour moi, ça sera ponctuel et je ne vais pas me tourner vers le secourisme dans mon emploi, quoi. Donc c'est vraiment une passion que je ferai en tant que bénévole, quoi. Le secourisme, ça a une connotation particulière pour vous. Quand vous rentrez chez vous, après une journée de travail au sein de cette association, vous êtes contente, vous êtes fière de vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On se dit qu'on a apporté un petit plus, on a été là pour les gens, même si on n'est pas les pompiers, mais voilà, on a été là à un moment donné, même si la personne n'a pas été blessée, mais elle a eu envie de discuter avec nous. Donc c'est vrai que quand on a fini une opération, on est content, on a participé à quelque chose et on a pu échanger et apprendre plein de choses, donc c'est vraiment une super expérience, quoi. Vous dites on n'est pas les pompiers, mais quand on vous voit de loin, vous êtes en rouge, vous avez pratiquement le même camion, on vous confond parfois? On nous confond. Oui, beaucoup, les petits-enfants, les personnes plus âgées. Donc, du coup, on laisse... on n'a pas le même métier, mais on est tous une même famille, on va dire, on fait le même travail. Donc, on n'est pas les pompiers, mais... Ça vous fâche pas? Oui, non, au contraire. Je trouve que c'est assez flatteur de se dire, tiens, je passe pour une pompier. Non, c'est assez flatteur, donc... mais ça arrive souvent. Charlotte Godon, merci pour ce témoignage. Je vous propose à présent de rejoindre Maxime Godivo au poste de secours qui se trouve à quelques mètres d'ici. Nous avons donc rejoint Maxime Godivo, secrétaire et équipier secouriste au sein de l'UMPS. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord nous raconter comment est-ce que vous avez débarqué au sein de l'UMPS? Donc moi je suis dans l'UMPS 49 en fait depuis la création. Je fais partie des membres fondateurs avec Isabelle Sanson, la présidente, et Clément Goupy, le trésorier. Je suis secouriste en fait, on va dire depuis 4 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir secouriste? L'envie d'aider les autres, le travail d'équipe également, et le côté humanitaire en fait, des associations agréées de sécurité civile. Et comment vous avez découvert cette passion-là? Ça a été un déclic ou c'est venu petit à petit? Plus un déclic en fait, ouais. Je ne connaissais pas du tout au début, il y a 4 ans, les associations de secours. Et dès que j'ai commencé à me renseigner un petit peu là-dessus, il y en avait plusieurs, donc j'ai commencé dans une association et avec le temps, on a eu, ça m'a plu, j'ai continué, j'ai passé mes formations de PSE1, PSE2 et maintenant… PSE1, PSE2. Donc PSE1 c'est le premier secours en équipe, donc de niveau 1, et le niveau 2 du coup j'ai passé par la suite. D'accord, très bien. D'après vous, quelles sont les qualités d'un bon secouriste? Je dirais d'abord aimer travailler en équipe. Aimer aider les autres et bien sûr aimer le côté urgence, le côté venir en aide à des personnes en détresse. C'est une vraie satisfaction pour vous d'intervenir auprès des personnes qui demandent de l'aide, qui sont en Oui, évidemment, danger? je pense comme un petit peu tous les secouristes qui sont dans les associations. Avoir aidé quelqu'un et l'avoir se sentir mieux, c'est forcément une satisfaction. Est-ce qu'il y a un moment fort que vous avez vécu au cours de vos 4 années dans le secteur, dans le domaine du secourisme? Dans le domaine du secourisme, oui, certaines interventions marquent toujours un petit peu. Par exemple? Ce qui m'a plus marqué, on va dire, c'était une intervention sur des enfants. Intervention sur des enfants, en général, c'est toujours plus délicat. On a envie de les protéger encore plus et forcément, la douleur d'un enfant, c'est toujours plus difficile
à gérer, quoi. Vous êtes technicien de maintenance à côté, donc vous êtes secouriste bénévolement. Est-ce qu'il y a parfois des moments où vous vous dites « Ah, peut-être que j'aurais dû en faire mon métier numéro 1 » ou est-ce que non, vous souhaitez que ça reste une passion à côté? Ouais, pouvoir avoir une évasion, on va dire, dans ce domaine-là, en plus du travail et en plus de la vie quotidienne, c'est ce qui m'intéresse également. Donc il y en a qui jouent au football, qui jouent aux échecs, et vous, eh bien, vous êtes dans le milieu du secourisme. Exactement. Chacun sa passion. Voilà. Il y a plusieurs exercices que vous faites au sein de l'UMPS. On a vu tout à l'heure l'exercice du massage cardiaque. Comment est-ce qu'on réagit en cas d'arrêt cardiaque? Alors, en tant que secouriste lambda ou voilà, citoyen qui interviendrait sur un malaise cardiaque, la première des choses, ça va être de prévenir le SAMU, donc faire le 15. L'alerte, c'est le plus important quand on est tout seul et sans matériel, voilà. Ce que je conseillerais aux gens, ce serait forcément de passer la formation. Il y a une formation ouverte à tout public, donc qui est le PSC1. Et comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette formation-là? Alors vous avez différentes associations qui proposent ces formations. Nous, pas encore. On souhaite... c'est un projet? Voilà, c'est un projet exactement au niveau national et au niveau départemental. Donc on espère pouvoir également dispenser de cette formation. On a vu tout à l'heure pendant l'exercice du massage cardiaque qu'il fallait s'écarter de la victime. Oui. Pourquoi? Alors en cas de choc du défibrillateur et pendant l'analyse. Si on touche la victime pendant l'analyse, ça peut fausser les résultats en fait. Et vous pouvez vous-même aussi faire un arrêt cardiaque? Bah, exactement. À partir du moment où on touche la victime pendant le choc, on peut recevoir une décharge. Comment ça se passe pour réanimer une personne en arrêt cardiaque? Donc alors, vous, comment vous faites? Donc nous, quand on va approcher la victime, la première chose, ça va être de voir si elle est consciente, inconsciente. Donc dans le cas présent, donc victime inconsciente. Voir après si elle respire. Et également voir si elle a un pouls. Enfin, voilà, s'il y a une activité cardiaque. Donc ensuite on amène le matériel. Il n'y a aucun de tout ça. On apporte le matériel, on commence le massage cardiaque. Vu qu'on est en équipe, on est plusieurs, voilà, il y en a un qui commence à poser le défibrillateur pendant qu'un autre a commencé le massage cardiaque. Et on met en place l'oxygénothérapie pour oxygéner la victime. Et à ce moment-là, on a déjà appelé le SAMU? Alors en fait, voilà, on a aussi une équipe, on a aussi un équipier qui préviendra très rapidement le centre 15. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? On commence le massage? On commence le massage, l'oxygénothérapie, donc, et on écoute, enfin voilà, on pose le défibrillateur et on écoute ce qu'il nous dit. Donc, et si la personne, si le cœur ne redémarre pas, on attend jusqu'à l'arrivée du SAMU? Même si ils prennent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à arriver? Exactement. Pourquoi? Alors on aura déjà l'aide des pompiers qui seront arrivés entre-temps. Les pompiers arrivent en général plus rapidement. Et si la personne est déjà décédée? Alors nous, on n'a pas le droit de prononcer le décès d'une victime. D'accord. Il n'y a qu'un médecin qui peut faire, donc soit un médecin pompier s'il y en a un, ou le médecin du SAMU qui arrivera après l'appel du centre 15. Très bien, Maxime Godiveau, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Si vous aussi, vous voulez rejoindre les équipes de l'UMPS, vous pouvez vous rendre sur le site internet, Charlotte? l'umps.fr. l'umps.fr. Donc c'est la fin de ce numéro de Parole d'Assaut. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Angers Télé.